parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but évidemment qu'on s'est fixé à travers cette émission. Les GG chez vous, mesdames et messieurs, plusieurs mots s'offrent à vous. Évidemment pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Alpha Condé est tombé et depuis le 5 septembre dernier, la Guinée écrit une nouvelle histoire avec le CNRD. Dans la foulée, il faut le dire, dans la foulée, des concertations ont été ouvertes avec à la clé l'élaboration donc et la publication d'une charte de la transition. Sur cette dernière, le président de CNRD a juré de mener une transition juste, équitable et inclusive. S'ensuit donc la nomination ces derniers jours d'un Premier ministre, chef de gouvernement et de plusieurs autres dignitaires de l'État. Quelle lecture des premiers pas du CNRD, Mohamed Kamara, juriste, ancien chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Le Premier ministre de la transition est connu, mais pas l'équipe qui l'accompagnera. Si la nomenclature en tout cas du gouvernement est rendue publique, une brume épaisse continue d'entourer en tout cas l'identité des futurs ministres. Dans cette perspective justement, plusieurs acteurs comme pour le CNT pour donc se mettre en lumière. C'est déjà le cas pour l'urbanisme ou encore pour la culture, dont les défis restent nombreux donc et variés. Gaïté Foufana, notre invité culture ce matin. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs, encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous, Antoine Kourma. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoro, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Yvan Bantankoba. Oui, bonjour Lamine. Voilà, on s'intéresse Moussaïo à ce sujet évidemment, hein. On en parle ce matin. Abusée donc par les médecins, une jeune fille risque le pire. Elle risque le pire, Lamine, c'est une situation dramatique, incroyable, qu'on aurait pu imaginer. Abusée, oui, mais abusée par qui? C'est là la grosse question. Abusée par des médecins qu'elle est venue consulter parce qu'elle avait un malaise. Un malaise, elle a eu des maux de tête et puis elle a eu une impression de brûlure. Elle a eu l'impression que même quand elle boit de l'eau, que ça ne passe pas. Elle est partie du côté de... Elle habite du côté d'Anta. Elle s'est rendue dans... Vous savez, comme il y a des cliniques, comme on les appelle le plus souvent dans les quartiers. Oui. Elle s'y est rendue pour se faire consulter. Là où elle est partie, il y avait une longue file d'attente, beaucoup de personnes. Et il y a l'un des médecins qu'elle a trouvé, en tout cas l'une des personnes qui se fait passer pour médecin qu'elle a trouvé sur place, qui lui a dit... vu ton état, je pense que toi, tu devrais nous attendre. Il l'a conduite dans une salle pour lui dire d'attendre là-bas, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui viendraient la consulter. Ouais. Et il lui demande du coup si elle a pris le petit déjeuner. Elle lui dit non. Il lui apporte alors un jus parce que pour lui, il ne pouvait pas l'injecter ou lui faire des soins alors qu'elle n'a pas pris le petit déjeuner. Et vu qu'elle était dans cette chambre-là, il lui a donné un jus qu'elle a bu avant de lui faire une injection. Donc après cela, elle dit s'être rappelée d'avoir pris un jus et une injection. Après, elle ne s'est plus retrouvée, elle ne s'est plus contrôlée, elle s'est endormie. À son réveil, fort malheureusement, elle s'est retrouvée nue et elle a senti qu'elle a eu, sa partie intime a été touchée, elle a senti qu'elle a eu une pénétration. Elle dit au médecin, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, non, je t'ai rien fait. Il dit, si, je sens que quelque chose s'est passé. Alors, désemparée pratiquement, elle se lève du coup, elle retourne chez elle. Elle retourne chez elle dans l'espoir d'oublier ce qui s'est passé. Parce que quand on ne connaît pas ce qu'il faut faire, la procédure à suivre en pareille circonstance, quelquefois quand des situations comme ça, il y en a qui sont gênés, qui ont honte d'en parler. Ouais. Et donc, elle est rentrée chez elle dans l'espoir que les choses pourraient aller pour le mieux. Malheureusement, vous savez, il y a des femmes qui savent exactement à chaque période du mois quand est-ce qu'elles peuvent avoir leur menstru. Malheureusement, cette fois, cette période, pour elles, c'est les 21-22 de chaque mois. Ouais. En tout cas, pas dans l'intervalle 21-22-23.
Cette période arrive, elle n'a pas ses menstrues. Elle revient à l'hôpital, à la clinique où elle s'est faite consulter et droguer. Elle dit, je t'avais dit que tu m'as touché. Je n'ai pas eu mes règles. Le monsieur lui dit, non, je t'ai dit que je ne t'ai pas touché. Alors, attends, on va faire un test. Vous savez, quand la grossesse elle est encore précoce, je veux dire 2 semaines, parfois tu peux faire un test sans que les 2 lignes rouges ne puissent clairement apparaître. Oui. Ouais. Moïse en sait quelque chose, il est père de 2 enfants. Ouais. Et donc, le médecin lui fait faire le test. Il est négatif parce que la grossesse n'est pas suffisamment mature pour apparaître. Ouais. Le même Et médecin? donc, le même médecin, elle retourne à la maison et ça continue, ça perdure. Elle ne voit pas ses règles, elle revient. Quand elle est revenue cette fois-ci, ils ont fait le test, les 2 lignes rouges sont sorties. Il s'est avéré donc qu'elle était enceinte. Ouais. Elle lui a dit, je t'avais dit que tu as abusé de moi. Et maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire à ma famille? Ouais. Je ne peux pas garder cet enfant parce que je ne peux pas. Mon père, il a tout. En fait, c'est une histoire. C'est une famille pauvre. Un monsieur qui a tout fait pour sa fille parce que les 2 parents ne vivent pas ensemble. Le monsieur, c'est un pauvre homme, un soudeur. Et la fille, elle a fait une école professionnelle, genre secrétariat. Et en même temps, son papa a trouvé une machine pour elle, une machine à coudre pour travailler à la maison. Ouais. Elle a dit qu'elle ne peut pas, elle ne sait pas comment dire cela à ses parents, donc il fallait qu'il la remette telle qu'elle était quand elle est venue le consulter. Et donc, il y a eu une première tentative d'avortement. Il a d'abord essayé de la convaincre de garder le bébé, qu'il l'enverrait chez ses parents. Il va la garder là-bas le temps qu'elle accouche. Après lui, il va prendre soin du bébé. Il dit, mais tu te prends pour qui? Une grossesse, quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas où je l'ai ramassé, je vais dire quoi à mes parents? Ouais. Je peux disparaître comme ça de ma famille et pendant 9 mois pour leur dire quoi, je vais où? Et donc, il y a une première tentative d'avortement qui n'a pas marché. Il prend la fille, il l'envoie chez un de ses amis, malheureusement du côté de Bambeto, une autre clinique telle qu'il en existe dans les quartiers. Ce monsieur-là, je ne sais pas comment il a fait, lui aussi il va pour faire l'échographie, juste pour une question d'échographie. Il réussit à endormir la fille et à la violer à son tour. Extraordinaire. Une 2e fois. Et donc, elle se réveille. Le monsieur lui dit, elle commence à faire un scandale. Le monsieur lui dit, calme-toi, si tu veux qu'on l'aide. L'échographie a montré que tu as un kyste dans ton ventre. Et si on ne te opère pas, le kyste va exploser dans ton ventre. Ouais. Les médecins qui m'écoutent peuvent peut-être témoigner. Je ne sais pas comment un kyste peut exploser dans un ventre. Ouais. Alors, elle est traumatisée, désemparée, elle ne sait pas à quel sein se vouer. Finalement, ils font appel à un 3e médecin. Ils se donnent rendez-vous dans la première clinique où elle a été violée du côté d'Anta pour procéder à une intervention, selon eux, pour enlever le kyste, finalement. Alors, elle vient là-bas, au moment où ils l'ont endormie, ils font appel à sa grand-mère, sa pauvre grand-mère qui marche avec une béquille. C'est juste incroyable. La pauvre femme, quand vous la trouvez assise, c'est elle qui s'occupe, elle et son père, et le père de la fille qui s'occupe de la fille à l'hôpital. Ils disent à la femme, votre fille a un kyste dans son ventre, si on ne l'opère pas, elle va mourir. Vous devez envoyer 1 million, venir avec 1,5 million. C'est des gens qui ont fait ça, qui réclament 1,5 million à une pauvre vieille qui était infirmière, qui est maintenant à la retraite, qui est à la maison, qui s'occupe de sa petite fille. Et donc, la vieille, elle s'endette, elle trouve 1 million. Elle vient, elle leur donne ça, elle dit, bon, faites avec ça, parce que moi, le plus important aujourd'hui, c'est que ma petite fille ne succombe pas. Et donc, ils font l'intervention, mais la façon dont ils feront cette intervention, c'est à l'ancienne, même à l'ancienne, la façon dont on faisait les interventions chirurgicales pour les femmes césarisées, c'est pire. En fait, ils vont déchirer son ventre de bout en bout, en fait, de gauche à droite. C'est incroyable. Donc, elle va se réveiller comme ça. Ils ont déchiré son ventre. Ils ont sorti, peut-être, je ne sais pas si c'est son utérus qu'ils ont touché, parce que une grossesse qui est encore jeune comme ça, vous ne pouvez pas sortir grand-chose dedans. L'avortement qu'ils ont tenté de faire à plusieurs reprises n'a pas réussi. Et il se trouve qu'ils ont perforé des parties vraiment vitales dans son ventre avant de faire cette intervention-là. Quand ils ont fait l'intervention, elle s'est réveillée. Pour l'instant, ça allait. Et donc, la grand-mère était contente. Elle se disait que sa fille s'en est sortie.
au lieu prendre le temps de voir comment son état s'avance, comment son état s'améliore, il l'a ramené à la maison. Elle s'est retournée à la maison, malheureusement, elle n'était pas à l'aise. Ses pieds ont commencé à enfler et les selles ont commencé à sortir par la partie qu'ils ont déchirée. Elle a fait une fistule obstétricale. Parce qu'ils ont perforé beaucoup les parties, le rectum, un peu partout, son vagin, ils l'ont détruit carrément. Ouais. En sortant ce qu'ils ont prétendu être un kyste, son utérus, certainement, qu'ils ont montré à sa vie, parce qu'il fallait montrer quelque chose à la famille. Les selles ont commencé à sortir, alors son papa est venu, c'est là qu'il a compris. Sa fille lui a finalement expliqué que c'est ce qu'ils lui ont fait. Alors lui, il est entré dans tous ces états, ils sont partis. Il fallait ramener la fille pour réparer ce qu'ils ont fait. Ils l'ont amenée dans une autre clinique, du côté cette fois-ci de Dabompa, chez un autre médecin tradit praticien, parce qu'il va demander coque et argent pour faire un sacrifice selon lui, pour qu'après l'intervention, la fille puisse s'en sortir. Dans cette autre clinique, elle va être opérée 3 fois, en plus de la première intervention qu'elle a subie, pour soi-disant réparer les dégâts déjà causés. Mais ça n'arrangera pas la fille, parce que elle était entre la vie et la mort. Les pieds enflés, le ventre complètement déchiqueté et les urines, les selles continuent à sortir par son ventre. C'est une autre dame qui travaille du côté de Ignace Dine, qui est collègue à ces jeunes, qui est venue la voir et il leur a dit finalement, vous ne pouvez pas continuer à la garder ici, il faut qu'on l'amène du côté dans un CHU. Et ils l'ont ainsi conduite à Ignace Dine, sans dire officiellement aux gens qui sont habilités à le faire, qui ont les capacités de le faire, de s'occuper de la fille. Ouais. Donc il a fallu beaucoup de mouvements. Et moi j'ai été interpellée par Rabi, notre collègue, qui avait déjà appelé Jen aussi, une femme d'une autre organisation, Mon Enfant Ma Vie. Et donc la belle-sœur de Rabi, qui connaît la fille, qui connaît la famille, est venue. C'est quand elle est venue, elle a commencé à en parler, à faire un scandale, que les vrais médecins, notamment le professeur Taran qui est au service de chirurgie, s'est rendu compte qu'il y avait une femme dans un tel état, une fille dans un tel état dans leur hôpital. C'est ainsi qu'on a procédé à la 5e intervention pour essayer de réparer la fille. 5e intervention en l'espace, je parlais avec le papa ce matin, en l'espace de 2 mois, 17 jours. 5 interventions chirurgicales. Mais il faut voir l'état de la fille, son ventre. Ouais. C'est alors, en ce moment, quand on a été interpellé, je n'ai pas voulu montrer ma tête sur les lieux parce que le plus souvent, les gens, quand ils nous voient, ils peuvent se cacher et tout parce qu'il fallait enclencher une procédure judiciaire. Alors, en synergie d'action avec Jen est partie accompagner le papa à la BSPPV, qui a fait un travail remarquable, il faut le dire, la brigade chargée des personnes vulnérables du côté de la Bellevue. Ils ont été interpellés et ils se sont mis à pied d'œuvre aussitôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme s'est rendue compte que les organisations ont pris en main le dossier, la femme qui a conseillé les jeunes de ramener la fille du côté de Ignace Dine, il leur a dit de faire attention parce que la fille est désormais suivie, il risque d'être poursuivi par la justice. Et donc, ils sont venus une fois, après ils ont commencé à se cacher. Parce que quand la plainte a été déposée, on a parlé avec notamment l'adjudant-chef Ansoumane Kamara, du côté de la BSPPV, qui a suivi le dossier, et le commandant Sékou 2, qui est le responsable de cette brigade-là. On les a appelés, ils ont mis des sentinelles. Ils ont dit de les interpeller quand les jeunes seraient au niveau de l'hôpital. Ouais. Et finalement, ils ont envoyé l'un de leurs grands frères, qui est policier, un commandant de police, pour venir voir ce qu'il en est. En échangeant, on leur a dit, mais si eux, ils se cachent, la personne qui vient à leur nom, essayez de l'interpeller, il pourra certainement vous aider. Ouais. Et le premier jour, il est venu, il a proposé de l'argent au papa. Le monsieur a dit non, moi je ne peux pas prendre d'argent comme ça parce que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. D'abord, à la clinique d'Anta, ils avaient déjà payé de l'argent. La vieille a payé 1 million. Au niveau du médecin tradit praticien, on a proposé 8 millions, mais c'est les jeunes finalement qui ont payé 3 millions. Et à Ignace Dine, il a fallu à peu près 4 millions pour faire cette 5e intervention. Ouais. Et donc, le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa est parti finalement informer le chef secteur du côté d'Anta, de là où il vit. Il a informé pour ce qui s'est passé. Ce monsieur a convoqué ces jeunes médecins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas venus. Ils ont fait venir leur grand frère commandant de police.
Et un jeune stagiaire qu'ils ont appelé, qui ne sait pas ce qui se passe, ils lui ont dit, va nous représenter là-bas, essaie de voir ce qui se passe. Parce que déjà, ils sentaient que vraiment c'était compliqué cette histoire qu'ils ont provoquée. Et donc, il y avait le guet-apens qui était déjà lancé là-bas. Jen était sur le terrain. On a appelé donc les gens de la BSPPV pour dire venez, ils sont sur place. On a réussi à arrêter le commandant de police et le jeune stagiaire qui était sur place. Bon, conduit à la BSPPV, on lui a dit, toi, agent de police, tu es un homme en uniforme, tu ne peux pas collaborer avec des criminels. Soit tu les fais venir ou bien nous te gardons ici. Donc c'est ainsi que la filature a commencé. De tractation en tractation, on a réussi à mettre main sur le premier violeur, médecin, qui est venu. Incroyable. On a réussi également, lui il a passé un coup de fil pour dire à son collègue qui était qui travaillait du côté de Donka, qui est venu faire la première intervention à Anta. Il a réussi à appeler ce dernier. En alerte, les agents ont réussi à être sur le terrain et à l'arrêter lui aussi. Mais aussi, ils ont réussi à interpeller le médecin et à Dabompa qui a fait les trois interventions qui ont suivi la première. Aujourd'hui, on en est où? C'est le deuxième violeur, qui est présumé violeur, qui est encore en cavale. Il n'a pas été arrêté. On a décidé au départ, il y a longtemps, on a été saisi, je crois, il y a un peu plus de 2 semaines, mais on n'a pas voulu communiquer là-dessus parce que l'important, ce n'était pas de communiquer sur un cas de viol. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu tellement de pression. Évidemment. Des gens qui sont venus pour avoir la primeur de l'information. Je pense qu'à un moment donné, dans notre métier aussi, il faut mettre en avant la vie des gens. Parce que si on en avait parlé dès le départ, peut-être qu'on n'aurait pas pu arrêter toutes ces personnes-là. Mais on a travaillé en synergie avec la BSPPV qu'il faut saluer pour son... vraiment, ils ont été dynamiques, ils ont été alertes pour pouvoir arrêter toutes ces personnes-là. Et je pense qu'il est important que tous ceux qui savent quelque chose de ce dossier, qui savent l'itinéraire pris par ce monsieur, qui savent aujourd'hui que c'est des gens qui savent combien de femmes ils ont traitées en pareilles circonstances, combien de filles ils ont droguées pour les violer avant de faire ça. Aujourd'hui, le jeune, le premier présumé violeur est en train de dire que c'est sa copine. À supposer que ce soit sa copine, parce que c'est ce qu'il a dit à la gendarmerie. Est-ce qu'il devait faire tout ce qu'il a fait à la fille? Cette fille-là, aujourd'hui, Lamine, elle n'aura plus de vie de femme. Elle n'a plus de vie, évidemment, madame. Elle n'aura plus de vie de femme. Est-ce qu'elle a mérité juste... à cause de cela, de subir tout ce qu'elle a vu aujourd'hui? Elle a été complètement détruite et on nous apprend qu'elle a 50% de chance de s'en sortir. De s'en sortir. Même si elle s'en sortait, elle ne serait plus comme avant. C'est fini. Vous privez d'une personne de sa vie de femme. Elle ne pourra plus faire d'enfant parce que vous avez décidé de façon illégale. Il faut se pencher sur ces cliniques qui sont dans les quartiers. Je pense que l'ordre des médecins interpellés, le professeur Hassan qui n'est pas là, mais certainement qui va rentrer, qui est à Paris, il faudrait qu'il se penche sur cette situation. C'est la deuxième fois qu'on en parle. La dernière fois, c'était avec Moïse. Vous vous rappelez, ces médecins qui dévient complètement de leur profession, ils entachent la crédibilité de tous ces grands médecins que nous avons dans le pays. Il est temps qu'on se penche sur cette question-là, qu'on puisse rendre justice pour des victimes qui subissent. Il y a plein de femmes qui viennent se faire consulter et qui se retrouvent violées, mais les gens ne parlent pas. Aujourd'hui, la victime, elle est couchée, mais elle se demande, est-ce que c'est de sa faute? Aujourd'hui, sur son lit de malade, elle se dit, c'est moi, est-ce que c'est de ma faute? Bien il faut sûr, rassurer les gens. Allez, tant de questions, évidemment. Lamine, cette dernière chose que je voudrais dire, il ne faudrait pas qu'on se gêne de parler quand on a été violé, quand on a été abusé. Cette fille-là, en d'autres circonstances, là où le premier acte s'est passé, elle aurait pu créer un scandale. Un scandale, interpeller les gens, partir avec les éléments, le viol sur elle. Parce que le viol, c'est un peu des éléments crédibles pour constater le fait. Il ne faut pas se gêner de faire un scandale, même si les gens vont vous demander, vous pointer du doigt, pourquoi tu es rentré là-bas, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Il faut en parler, savoir que ce n'est pas une gêne, ce n'est pas vous qui l'avez cherché, c'est lui qui l'a fait, c'est lui le criminel. Évidemment. La honte doit changer de camp. Moussa Yoruba avec nous dans ce studio. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance.
Évidemment, mon cher Bantanko, on a écouté cette enquête de Madame Hiro. Oui, une histoire rocambolesque, à dormir debout. Absolument, absolument. Ouais. Avant de parler de ces présumés criminels ou même de ce secteur de santé, moi je voudrais que et les médias et les organisations, surtout féminines, puissent focaliser leur combat dans ce type de sensibilisation pour expliquer à ces jeunes filles qu'elles ne devraient pas avoir honte, encore moins peur de dénoncer, parce que ces cas, ce ne sont pas elles, c'est-à-dire les coupables, c'est plutôt elles les victimes. Justement. Alors moi je pense la que peur doit changer de camp. Évidemment, et s'il y a un combat qui se mène pour sensibiliser ces jeunes filles, parce que généralement ce sont elles qui sont beaucoup plus touchées par ces crimes, elles vont comprendre qu'effectivement il n'y a pas de gêne, c'est-à-dire pour un cas particulier de ce genre, à quiconque tu expliquerais cette situation, même tes parents comprendront effectivement que ce n'est pas de ta faute parce qu'on a réussi à l'endormir. Alors ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est dans ce secteur de santé. Dans ce secteur-là, vous savez, en Guinée, tout ce qui est très important, on le minimise. C'est-à-dire quand vous prenez ce secteur-là, ou le secteur de l'éducation, c'est pareil. Même quand vous voyez sur une tabloïd de la gouvernance, quand vous regardez bien, par exemple, le budget alloué à ces départements-là, vous comprendrez que même au niveau donc, du sommet, on ne prête pas trop d'attention à ces secteurs-là. Alors, il y a aujourd'hui ce problème qui se pose. Vous avez vu ces cliniques qui pullulent partout et c'est pratiquement des petits hangars qu'on est en train d'accommoder et se dire, voilà, nous avons une clinique. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas prendre soin. Et quand on va plus loin pour parler de ces gens qui se disent médecins, vous allez comprendre que personne, c'est-à-dire beaucoup d'entre eux ne méritent même pas d'avoir ce titre-là. Alors ça, c'est une question qui va se poser et moi je pense qu'il y a un travail qui doit se faire de fond parce que effectivement, comme les écoles privées, vous avez vu ces cliniques aussi qui pilulent partout et que vraiment personne n'y prête attention et aujourd'hui, par la situation, la pauvreté, les personnes ne peuvent pas aller dans les grands hôpitaux, se disent ok, on va essayer en famille dans les différents quartiers de travailler avec ceux-ci pour en tout cas faire avec les moyens de bord. C'est vrai, c'est possible de le faire, mais il faudrait que au niveau donc du département, on essaye de contrôler un petit peu, qu'on essaye d'organiser et cela, et ce n'est pas à qui, très important. On ne donne pas cette tâche-là à qui le veut. Il faut le mériter, il faut avoir une possibilité d'avoir un regard succinct dedans et comprendre effectivement est-ce que cette personne est habilitée à avoir sous ses mains une clinique, parce que là aujourd'hui on est en train de voir, mais moi je vais encourager toutes ces organisations-là d'organiser ces différentes, même dans les écoles il faut organiser les petites filles qui sont là-bas, s'il y a ces rencontres qui se font en classe, parce que là, les jeunes filles et les jeunes garçons sont tous là-bas. Effectivement, ils comprendront que voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a une situation qui doit changer et puis la peur aussi va changer de camp. Ouais, la peur va changer de camp. Allez, c'est insoutenable les images, c'est pas possible. On a décidé de ne pas diffuser. Ma grande Maf, on a écouté Moussa Hiro avec cette enquête. Et moi, ce qui me sidère dans cette histoire, comment les policiers peuvent aussi se rendre coupables à protéger les violeurs. Mais j'arrive pas à comprendre. Non seulement les médecins, mais ceux qui sont censés de nous protéger se mettent aussi dans la danse à dire, mais non, on va essayer de les protéger. Mais le monde, je comprends pas. En fait, c'est la société même qui est malade. C'est pourquoi quand Bantanko parle de compréhension, je lui dis, c'est que lui-même, il n'a pas compris. Aujourd'hui, une fille se fait violer si elle n'est pas un bébé. Par exemple, son cas, ou même si c'est son petit ami ou quelqu'un qui t'a invité, la personne se donne d'abord le droit de faire de ton corps ce qu'il veut parce qu'il estime que si tu es venu jusqu'à lui, ça lui donne tous les droits. Et lorsqu'une jeune fille à un certain âge, tu dis par exemple que quelqu'un t'a violé, la première question qu'on te demande, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qui t'a amené là-bas? Tu es allé de toi-même. En fait, la société même est malade. On est dans une situation où c'est difficile de pouvoir sauver toutes les filles. Moi, je suis convaincu que jusqu'à la fin des temps, on n'aura jamais des statistiques réelles du nombre de viols, du nombre de cas de viol. Parce qu'on n'en parle pas. C'est difficile d'en parler. Quand vous en parlez, ce sont d'abord les personnes les plus proches qui ont du mal à accepter. Après, on va dans différentes considérations. Ce qui s'est passé avec ces médecins-là, c'est pas une première, peut-être c'est un premier cas dont on parle aujourd'hui, mais ça inquiète tellement, que moi en tant que femme, moi-même je me dis un jour je pointe le nez dans un centre de santé, quand un médecin me dit il faut prendre une injection, j'ai confiance en lui, je sais pas, il me donne, je suis exposée. C'est que personne n'est à l'abri, je sais pas, je vois ça d'une façon tellement grave que tout ce que je demande c'est que pour une fois,
je ne sais pas pour une fois que la justice condamne ces personnes et que toute la Guinée soit au courant. On ne dira jamais les mots suffisants, je sais pas, on n'aura jamais les expressions réelles pour qualifier ce qui s'est passé là. Je pense que c'est une criminalité, parce qu'au-delà de violer la fille, ils se sont donné le droit, parce que si j'ai bien compris ce que Yoro a dit, ce sont des amis, ils se connaissent. On le viole, il finit, il l'amène chez un de ses amis, qui se dit aussi c'est possible, on la viole, et de l'autre côté, on se donne la main à trois pour lui faire une opération. Ils savent qu'ils n'ont pas la compétence. Ils détruisent la fille, vous avez vu l'image, ils détruisent la fille en connaissance de cause, mais qui sont ces gens? Pourquoi ils ont le droit d'exercer dans notre pays? Où sont nos autorités? Et dire qu'il y a des centaines du genre dans ce pays, c'est qu'on est dans la merde. On est carrément dans la merde. Où est-ce qu'on va aller finalement? Si à l'école, les filles ne sont pas en sécurité, dans les centres de santé, elles ne sont pas en sécurité, à la maison, elles ne sont pas en sécurité, quelle société on veut avoir? Je pense que c'est une... Je ne sais pas... Je comprends. J'ai bien compris, ma grande Mafaye. Allez, Ahmed Kamara nous a rejoint dans ce studio. Ahmed, bonjour. Bonjour, l'ami. Et bienvenue. Cette question de viol encore, on en parle encore dans ce studio. Mon cher Ahmed, c'est juste révoltant. Mais écoutez, quand je soutenais dans ce studio que je souhaite que la peine capitale soit réinstaurée en Guinée, Yero me disait, non, Ahmed, j'ai dit, j'insiste et je persiste qu'il y a des gens qui ne méritent plus de rester dans cette société. Si vous vous rendez coupable de ce genre de truc, c'est pourquoi moi, on les garde en prison. De toutes les façons, c'est pourquoi je suis d'accord. Je suis d'accord avec certains États américains qui vous placent directement sur la chaise électrique. Parce que ces gens-là ne méritent pas, je vous le dis, d'exister. Vous vous souvenez, quand deux bébés se sont fait brisé ici. Quand je dis brisé, parce que ce monsieur il a toqué la porte pour que les enfants puissent lui vendre de la cigarette. Ils ont refusé pour dire non, ce n'est pas l'heure pour nous d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé l'essence, il a allumé le feu et les enfants ont cramé à l'intérieur. Ce genre de personnes, vous pensez que eux ils méritent d'exister, eux ils ont droit à la vie pendant qu'ils ôtent la vie à une autre personne? Je dis non. Alors l'État doit prendre ses responsabilités. Il faut avoir un plan particulier pour ces gens-là, ceux qui se rendent coupables de ça. Si vous ne voulez pas la peine capitale, alors qu'on ait des sanctions plus drastiques pour ces gens-là, et que ces gens-là même, quand on dit que Coronti, ferme d'exemple, c'est très important. Quand on dit que Coronti même c'est la prison, je ne sais quoi, mais qu'on les amène même pas là-bas, qu'on les amène dans les prisons les plus difficiles. Il faut on a compris, Ahmed. Les prisons les plus difficiles. On a compris. On vous transporte là-bas. On a bien compris. Et c'est terminé. Voilà, on a bien compris. Madame Hiro, merci beaucoup en tout cas d'être passée. On va suivre ce dossier de plus près, évidemment. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Allez, Jacques Lewa, on a écouté cette enquête de Madame Hiro. Oui, je pense que si le phénomène est aussi en train de persister, c'est parce que il a un nom particulier. On est en train de dire viol, mais c'est de la criminalité. Évidemment. Ça, ce qui s'est passé là, ce n'est pas le viol. C'est une atteinte à la vie. Ils ont attenté à la vie de la jeune fille. Et je crois, il n'y a pas une autre façon de dire ce que Ahmed a déjà dit. Parce qu'il y a eu plusieurs sanctions déjà qui ont été prises pour sanctionner, n'est-ce pas, le viol dans ce pays. Il y a eu des condamnations, quelques condamnations quand même. Il n'y a pas assez de communication autour, mais je crois que ce n'est pas dissuasif. Donc il faut durcir la peine et il faut la rendre vraiment effective. Vous vous souvenez, il y a des années derrière nous, de l'Abbé, on nous rapportait qu'il y a également une fille qui avait été victime de viol, et elle se rend à la gendarmerie pour se plaindre. C'est à la gendarmerie, on la viole. On la reviole. Donc ça veut dire que les personnes qui sont censées nous protéger, des personnes qui sont censées nous apporter des soins, ce sont eux-mêmes qui se transforment en criminels. Maintenant, on se pose la question vers qui se tourner. J'espère que le travail que cette brigade a déjà fait va se poursuivre et que la justice, encore une fois, ne va pas nous trahir en fin de compte. C'est-à-dire les OPJ font leur travail et une fois dans les tribunaux, et ils font ce qu'ils veulent. Je crois que cette fois-ci, ils vont faire un travail correct pour quand même sanctionner. Et la personne qui est en cavale, que des dispositions soient prises, qu'elle soit rapidement retrouvée et pour qu'elle paye. Bien.
Merci beaucoup, Jacques Lewa. Lino, allez-y. C'est un mot par rapport à cet effet-là, parce que j'ai parlé de ces jeunes filles. Il faut savoir aussi que ses parents sont en grande partie responsables de ce qui se passe. Non, j'explique. Écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Écoutez. Non, la sociologie de la santé, la sociologie je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je dis aujourd'hui, il y a ces parents qui terrorisent les enfants. Ça, c'est un cas général. On parle de cas précis. Écoute. Il faut l'écouter. Souffre de l'entendre. Aujourd'hui, j'ai parlé de sensibiliser ces jeunes filles pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas coupables, mais plutôt victimes. Mais la plupart, ce qui pose problème aujourd'hui, vous avez écouté Madame Miro, la fille ne savait pas comment repartir à la maison, expliquer cette situation à ses parents, puisqu'elle se sentirait complètement bannie. Encore les parents sont responsables. Oui, non, moi je pense que les parents doivent écouter les enfants. Quand un enfant revient à la maison pour t'expliquer une situation... Ils ont du mal déjà à Non, parler. vous savez, il y a des parents qui bannissent leurs enfants, qui les extirpent de la maison et qui les... Ça, c'est la peur. Lamine, si vous écoutez très bien, vous venez. Les criminels, il faut... Oui, non, les criminels, on en a parlé. Déjà, ça c'est un autre. La justice doit faire son travail. Mais écoutez, les parents qui n'écoutent pas les enfants. Par exemple, moi j'ai été victime. Je viens vers mes parents pour expliquer. Mais je sais la réaction qu'ils auront. Et je garde cela alors que c'est quelque chose que je devais expliquer. Parce que tout simplement, quand tu leur dis, effectivement, j'ai été victime de cela, ils ne vont pas essayer de te comprendre. Ils vont te chasser de la maison. Les enfants ont peur d'expliquer à ses parents. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Et ça ne relève pas que de leurs parents. C'est un problème de société. Pourquoi cette fille n'est pas allée partir dire à ses parents, voilà, j'ai été violée par un médecin. Je suis en train de vous dire... Ça aurait changé. Oui, mais ce que je veux... Aujourd'hui, vous avez vu l'état dans lequel elle se trouve. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça, c'est un problème de société. Nous devons faire un travail pour que les parents écoutent les enfants, pour que chacun puisse comprendre effectivement ce qui se passe. Les enfants ont peur de se confier. Qui nous a déjà écoutés? Personne ne nous a jamais écoutés. C'est pourquoi j'ai dit ça, c'est un problème de société. C'est pourquoi le problème persiste. Non, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Nous ne pouvons rien pour ça ici. Il faut que l'État puisse mettre en place les mécanismes doivent écouter les enfants. Un mécanisme, oui. Parce que si tu ne peux pas parler à tes parents, à qui tu vas parler, Ahmed? À qui? Toi, tu es bien. Allez, ça c'est un autre débat, évidemment. Allez-y, mon cher Antoine Kourouma. Oui, tout à l'heure, Jacques rappelait le cas de l'abbé. Je veux lui rappeler aussi le cas de Sigiri. C'est vrai. Dans un camp militaire, ça ce n'est pas une histoire qu'on nous a racontée. Les images en faisaient foi. Où la dame elle-même a pu mettre main sur les images de ce viol collectif dont elle a été victime. On nous l'a envoyé ici à Espace. Elle est venue témoigner, on l'a appelée Madame X. Et jusque-là, jamais on nous a mis au courant de la suite des événements. On ne sait pas si les personnes incriminées ont été corrigées, ont été sanctionnées. Il n'y a rien eu derrière qui soit rendu officiel. Ça fait que d'autres personnes pourraient être encouragées à commettre la même chose parce que la victime s'est sentie abandonnée par l'État. Elle s'est plainte avec preuve à l'appui. À qui voulez-vous qu'elles se plaignent lorsque elles sont victimes de tel cas de viol? Quand elles ont des preuves de ce qu'elles racontent et qu'elles ne sont pas écoutées, on se dit que ce n'est pas la peine de parce que les gens vers qui je vais très souvent ne m'écoutent pas, ne me croient pas. Et donc pour ce cas-ci, ça a été tellement grave. On l'a dit dans ce studio, pendant une semaine on en parlait, mais rien n'en est sorti, c'est resté comme ça. Pour le cas de cette dame dont parlait Moussa Yero, Tebour avait commencé un travail magnifique. Après, il y a eu des magouilles qui sont rentrés dans l'affaire, ça a été arrêté. La fermeture des cliniques clandestines ou les cliniques qui ne sont pas déclarées officiellement, il a commencé la fermeture de ces cliniques-là. Par après, c'est devenu une affaire de Sanakouya, une affaire de je sais pas, on a mis dedans des histoires de parenté, ça s'est arrêté là. La méthode Tebour a été empêchée, finalement. Ça n'a plus continué. Les cliniques dont on parle sont dans les quartiers. Quelqu'un se lève un beau matin, il a fait sciences expérimentales, il a juste eu un diplôme en licence. Il se lève, il dit, bon, comme j'ai fait expérimental, on m'a appris comment injecter, comment on fait telle chose, je deviens médecin tout de suite. Il ouvre une clinique dans son quartier, il devient le médecin du quartier. Chacun va pour ses pansements et autres. Et je crois que c'est ce dont a été victime cette femme-là. Et il serait important, puisque l'ère est désormais nouvelle, on a de nouvelles autorités, on espère que ce cas-ci ne passera pas inaperçu. On va non seulement sanctionner ceux qui ont été à la base de cela, mais ce sera rendu public. La clinique en question, il faut qu'on publie le nom. C'est quoi le nom de la clinique? C'est qui les médecins? Les journalistes qui vont aller pour la couverture médiatique des gens qu'on va présenter à la télévision, qu'on ne fasse pas
qu'on ne brouille pas le visage, qu'on ne floute pas. Pour l'instant, c'est des innocents quand même. C'est des présumés innocents. Même si la justice n'en parle quand même. C'est vrai, mais pour ce cas-ci... Non, Antoine, ça ne se fait pas. Mais oui, on les a appelés criminels ici. Mais non, mais attendez. Quelqu'un a dit c'est des criminels. Tu parles de les montrer à la télévision. Justement, c'est pour à visage découvert. Que ça ne se répète plus. Qu'on dise c'est quoi la clinique, le quartier où se trouve la clinique en question, mais qu'on dise qui sont ces médecins-là, parce qu'ils salissent l'image de la corporation. On a de bons médecins dans ce pays, mais certains des galeuses viennent pour gâcher le bon travail que font ces médecins. On a parlé des médecins trafiquants de drogue ici. On a parlé de certains autres qui sont des criminels, qui sont dans la profession, qu'on ne sanctionne pas. Pour ce cas-ci, ça doit servir d'exemple. Qu'on les dénonce, qu'on dise leur nom, avec leur visage à l'appui, qu'on sache qui ils sont, afin que ça serve de leçon. Si ça passe inaperçu, je me dis que cette dame-là va perdre pour rien. Elle ne va plus se remarier, elle ne fera pas d'enfant. Sincèrement, c'est terrible ce qui se passe. C'est un acte criminel qu'il faut sanctionner à la hauteur de l'acte posé. Et ces gens-là qui ont été coupables de ça, je suis pour qu'on ne floute pas leur visage, qu'on les montre à la télévision, qu'on sache qui ils sont. Merci beaucoup, Antoine Kourouma, évidemment, révolté ce matin. Allez-y, Moussa Moïsi, là, nous arrivons. Moussa, bonjour. J'étais là depuis le début. Oui, bonjour. Bonjour, Lamine. Bienvenue. Les grandes gueules. Oui, c'est l'heure de vérité. Allez, l'heure de vérité. Bah, vas-y. Oui. Il faut, on a écouté, on va pas polémiquer. Non, mais on a écouté Madame Yoro. Il dit bon d'arriver. Voilà, moi En fait, la radio. Oui, j'étais à Lamine, mais au fait, ce sont les mots qui me manquent, au fait. C'est incroyable. Quand Moussa Yoro parlait, je ne l'entendais pas, je voyais des images. Je voyais toute la scène. Au fait, je me représentais tout ça à l'esprit, au fait. Ce qui s'est passé, Tamba, c'est... Tamba Zakari, ce qui s'est passé, je trouve qu'il n'y a pas mille choses à dire. C'est un crime. C'est un crime. Ces médecins-là, moi je n'appellerai pas... Je pense qu'il y a des circonstances atténuantes dans lesquelles vous êtes obligé de ne pas aller trop vite en besoin, de ne pas parler de la culpabilité de quelqu'un parce que vous n'êtes pas la justice. Mais ce cas-ci est différent. Eux, ils sont coupables. Ils sont coupables. Ils ont bidouillé la fille. C'est du bidouillage. C'est des bricoleurs. C'est des mécaniciens du corps. Ils ont pris des pièces, ils l'ont découpé, ils ont rafistolé la fille. Je trouve que pour ces gars-là, ils auraient dû faire mécanique générale au lieu de faire médecine. Ils se sont trompés de vocation. Puisqu'ils se sont trompés, il appartient à notre société de les mettre sur le droit chemin. Il faut tordre bien cette tige. Ce sont des cas comme ça qui me font regretter l'abolition de la peine de mort. Je suis d'accord. Ce sont des cas pareils. Aujourd'hui, c'est cette fille. Mais combien dans l'ombre ont été endormis, violés par de soi-disant médecins qui viennent jeter l'anathème sur toute une corporation, sur un métier aussi noble. Parce que sauver des vies, au risque de sa propre vie, je ne pense pas s'il y a quelque chose. Vous vous rapprochez un peu plus de Dieu au fait. Parce que lui, c'est lui la vie. Vous avez un tel métier et vous vous adonnez à de telles pratiques. Ces gars, on va trouver les images, je vais être le premier à les diffuser. Je vais les diffuser pour que ça puisse servir d'exemple. Et ça doit être suivi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de toute la procédure. Pour qu'on soit rassuré que les salamalek, les différents comment on appelle, intérêts en jeu ne vont pas agir sur la justice pour que ces médecins-là puissent s'en sortir. Du premier cas jusqu'à la dernière, c'est-à-dire jusqu'à la dame de Niasdine qui a amené la fille là-bas, elle doit répondre également. Et ensuite, je voudrais qu'on ait la même répréhension qu'on a qu'on ait la même répréhension vis-à-vis de l'État. C'est notre État qui a failli. C'est le ministère de la Santé qui a failli. C'est l'ordre des médecins qui a failli. Parce que dans un pays normal, aucun médecin fou ne peut se permettre, parce que tu portes une blouse, d'ouvrir une clinique dans un quartier, donc d'offrir un service dont tu n'as pas les compétences dans un quartier, sans que l'État, à travers ce service, ne puisse t'interroger, t'indexer, te demander de fournir des pièces qui démontrent que vous êtes habilité à pratiquer cette profession, que vous avez les équipements nécessaires pour le faire, que vous avez au moins un médecin généraliste, un médecin spécialiste, parce que ce sont quand même des cas qui sont basiques et qui sont recommandés avant d'ouvrir une clinique. Allez-y voir dans combien de cliniques vous avez un médecin généraliste, un médecin spécialiste. Il n'y en a pas. Dans la plupart des cliniques. Il y en a dans la plupart des cliniques. Ensuite, je me suis amusé à regarder un peu toutes les autorisations à prendre
pour ouvrir une clinique normale, tous les dossiers qu'il faut fournir dans un pays normal, au-delà de déposer l'autorisation de création, au-delà de la visite du plateau technique, au-delà donc de la demande timbrée que vous devez déposer, on vérifie vos casiers judiciaires, datés donc de 3 mois. On vérifie la liste détaillée du matériel d'exploitation, d'équipement technique que vous avez. On vérifie le bâtiment, les copies certifiées conformes du contrat que vous avez sur le bâtiment. On vérifie la liste du personnel. On vérifie l'autorisation d'exercer en clientèle privée de chaque domaine, parce qu'il faut une autorisation spéciale pour ça. On vérifie l'attestation d'inscription de chaque personnel technique au tableau de leur ordre. On vérifie également que vous êtes inscrit à l'ordre des médecins et que vous payez vos cotisations. Les grandes gueules. Parce qu'il y a des cotisations qui sont payées. Ouais. Après avoir vérifié tout cela, on peut vous permettre, il y a bien d'autres vérifications de là, on peut vous permettre d'ouvrir une clinique. Parce qu'ils savent. Ouais. Exactement. Dans les quartiers n'existerait. Alors, si on part sur ce principe, c'est le même principe qu'on aurait dû appliquer au niveau des universités privées. Si on part de ce principe, Lamine, il restera dans les quartiers que des cliniques qui en valent la peine, qui peuvent sauver des vies. Donc je m'aimerais, autant on donne 10 coups de fouet à ces médecins, donnons-en 20 ou 100 à l'État guinéen, au ministère de la Santé, à l'ordre des médecins. Parce que si chaque entité joue son rôle, c'est que cette clinique n'existerait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Je trouve, c'est peut-être tôt de le dire, mais de façon imagée, cette dame, cette fille, elle est morte, Lamine. Elle est morte. Même si elle s'en sort, si elle s'en sort, Lamine, c'est un... Mais bien sûr, mais non, je comprends très bien. Je trouve. Psychologiquement, c'est incroyable. Et ça ne peut pas rester comme ça. Du tout. Ça ne peut pas rester comme ça. Voilà. Il faut que l'ordre se bouge. Hassan, c'est bien, c'est un professeur expérimenté, tout ça. Mais je pense qu'il est un peu trop imam là. C'est pas normal. Il y a de la pagaille dans ce ordre des médecins. C'est n'importe quoi. Le ministère de la Santé, c'est encore un autre enfer. Parce que si ce ministère vraiment était un ministère de la Santé, on ne serait pas là aujourd'hui. Bien. Quand Tchegouro s'est levé, ils ont été les premiers à dire mais qu'est-ce qu'un Jadam fait dans les cliniques, il ne connaît rien de la procédure, il vient nous emmerder ici. Mais c'est normal. Je vais donner un seul exemple sur moi. Je finis par ça. Il y a un peu longtemps, je devais prendre quelque chose par les veines là. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais celui qui devait me donner ça, il regarde à gauche, son œil regarde à gauche. Oui, il ne voit pas tout droit. Non, mais Moussa, quand même. Je dis, mais oui, il louche. Je dis, mais vous êtes qui? Il dit, c'est moi, le médecin qui m'envoie. Je dis, c'est lui-même qui vient le faire. Sinon, vous ne pouvez pas. Tu as du mal à attraper, tu regardes, tu louches, tu regardes à gauche. Comment tu vas me piquer? Ils sont nombreux. Les grandes gueules. C'est pas normal. Les grandes gueules. Et tu piques une fois, on dit, mais ta veine a disparu, elle est où? Bien. Allez, Moussa Mouissila, Tamba Zakari Milimono. Bienvenue, Félo. Bien. Bonjour. Oui, bonjour. Bien. C'est une... Non, j'étais là pour ceux qui... Voilà. Les grandes gueules. J'étais là depuis ce matin. Et à l'heure. Pour revenir à ce dossier plutôt grave, je vais pas m'étendre parce que les amis ont clairement dit la chose. 2 choses rapidement. La première, c'est de dire qu'on ne va pas aller loin. Moi, c'est vrai, on peut durcir les mesures contre les violeurs. Tout ça, c'est possible. La question de la peine de mort, remettez-la en débat. Ce que je demande, c'est que, pour une fois, au moins que la loi, parce qu'il y a déjà des textes qui existent. Il y a déjà des textes. Il y a la justice, elle pouvait se mettre en branle. Je pense que acceptons de l'appliquer tout simplement pour que s'ils sont coupables, ils puissent répondre. Et moi, je suis totalement favorable à ce que Antoine disait. Il faut présenter leur visage. On dira tout simplement qu'ils sont présumés auteurs du viol. Là, au moins, c'est corrigé. On sait de qui on parle, on sait de quelle clinique on parle, c'est assez clair. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut certainement aller plus loin. Parce que je me suis amusé à voir un peu, en dehors des frontières guinéennes, comment ça fonctionne. L'affaire Squarneck en 2019 en France, un médecin, chirurgien, incriminé dans plus de 184 cas de viol. Lui seul. Les grandes gueules. 184 cas. En 2020, le procès a été ouvert en France. Et partout en France, aux États-Unis, je m'amusais à voir, vous voyez des cas comme ça, où les médecins sont impliqués dans des cas de viol sur leurs patients. C'est un phénomène, ça. C'est un phénomène. On est en train de parler de ces médecins-là
Mais imaginez combien y a-t-il de prédateurs sexuels en blouse blanche. Les grandes gueules. Combien y a-t-il de prédateurs sexuels en blouse blanche? Correct. Non, mais attendez, ne mélangez pas, les gars. Mais non, quand même. Moi, je veux pas les dépareiller. Non, mais quand même. C'est glissant. Attention, Jacques. Non, mais il veut particulariser. Imaginez quoi. Je veux dire que c'est... Les grandes gueules. Voilà. Donc, je ne veux pas les dépareiller. C'est des médecins. Ça, c'est un phénomène sur lequel il faut faire au moins deux choses. La profession, je crois que c'est l'ordre national des médecins, la profession doit réagir. De la même manière qu'on exige, par exemple, de certaines entités, comme le cas des viols avec l'Église catholique, où on a exigé du pape qu'il puisse prendre la parole, l'ordre national des médecins doit être entendu sur cette situation. Il faut qu'on l'entende. C'est vrai. Ouais. Quelle déclaration, quelle situation, il faut savoir ce qui s'est passé. Mieux. Je pense que dans les écoles de médecine aussi, quand c'est un problème comme ça, puisque Ahmed a évoqué la sociologie, quand le phénomène est normal, c'est-à-dire qu'il apparaît d'une manière commune dans pas mal de territoires, ça nécessite qu'on pose le sujet, même en classe, pour réfléchir à quelle attitude est-ce qu'il faut adopter. Est-ce qu'il faut, au-delà du diplôme, donc des études qu'on a validées, une thèse, au-delà du stage d'une année que les médecins subissent en interne, au-delà de cela, est-ce qu'il ne faut pas aller, avant de te faire prêter serment officiellement et de te faire intégrer l'ordre des médecins, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, je dis pas test psychotechnique, si on en avait les moyens, il faudrait le faire. La Guinée, je sais qu'on en a pas, mais au moins il faut aller fouiller dans la moralité des gens. Parce que c'est un phénomène. C'est un phénomène. Je termine. Ce dont tu parles des médecins. Mais là, on te parle des gens qui n'ont pas forcément le diplôme, qui n'en ont pas la qualité, mais qui ouvrent des cliniques. C'est de cela il s'agit. Jacques. Donc, ces personnes-là, il faut les extirper dans les quartiers. Je disais, avant d'accéder à l'ordre national des médecins, il y a la question du diplôme. Il y a une thèse que tu as soutenue. C'est ce que Jacques est en train de dire. Ce que moi aussi je dis, c'est que tu ne peux même pas y aller. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas y arriver s'il n'y a pas ce travail. Et donc, c'est important de revenir là-dessus. Lamine, moi, ça me fait penser à on a vu ça en littérature là-bas, je crois que c'est Sous l'orage de Seydou Badian Kouyaté, je crois que c'est lui qui disait que lorsque la brousse est en feu, les animaux courent vers la rivière. Vous voyez un peu. Vous allez chez le médecin là où vous pensez être en paix, sécurité, retrouver la santé. Déjà, c'est là-bas le vrai feu. C'est là-bas le vrai problème. C'est une société sans repères, c'est une société sans abri, parce qu'on n'a déjà pas de justice, on l'a évoqué suffisamment. Mais même les corps les plus nobles, ils versent dedans. Je ne généralise pas, mais ça c'est une gangrène. Et il faut l'extirper de notre société, et c'est important. Moi, ce que j'ai envie de dire, en 30 secondes, rapidement, je vais dénoncer d'ailleurs, c'est le cas des ONG de défense des droits des jeunes filles ou des femmes. La Guinée est un pays particulier où les gens nous font croire qu'elles se battent pour défendre le droit des femmes ou des jeunes filles. Mais c'est pour des profits inavoués. Il y a des cas palpables, tangibles, qui ont lieu sous nos yeux, pour lesquels aucune d'elles ne lève le petit doigt pour défendre. Sur ce dossier, je ne connais que 2 ONG. Je vous assure, toutes les autres. Tout à l'heure, je parlais du cas de Sigiri. Vous avez vu quelle manifestation de femmes dans ce pays, d'ONG pour dénoncer le cas de cette dame qui a été victime de viol. À part quelques-unes qui sont levées pour la défendre. Pour ce cas-ci, elles resteront silencieuses, elles ne diront rien. Parce que simplement, leur intérêt n'est pas en jeu. Si c'était pour des cas banals, des cas où la politique se mêle, elles se lèveraient pour dire on réclame tel poste à tel endroit, on veut l'égalité, l'équité. Mais quand l'une d'entre elles est victime de si Mafoudia, ce matin, c'est pas un problème de femme. Je suis d'accord que les ONG peuvent. Mais là, on parle d'un problème de société. Battons-nous. Ces ONG fantômes qui ne sont que là pour leurs intérêts, il faut les dénoncer. Ces femmes-là qui existent, qui sont officiellement attitrées pour ça.
elles prennent de l'argent, elles prennent de l'argent avec les institutions. Allez, le moteur a allumé, on revient à 10h. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.